Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une session autour des modèles gagnants pour mieux délivrer et répondre aux enjeux des transformations digitales des entreprises. Je suis Xavier Perret, je suis le directeur d'Azure chez Microsoft en France. Et aujourd'hui, on va parler d'AI, on va parler de data, on va parler de lab. Alors c'est vrai qu'il y a énormément d'effervescence autour de l'intelligence artificielle, de la data. On voit que les entreprises pendant la crise qui ont le mieux résisté et rebondi sont celles qui savent piloter à travers les données, qui sont data-driven. Et derrière, on voit des enjeux de performance, des enjeux de plateforme d'outils évidemment, mais aussi de compétences, mais aussi de culture de la data. Et donc c'est pour ça qu'on voit émerger des modèles de data lab, des labs, des expérimentations d'époque dans un certain nombre d'entreprises pour essayer de transformer les entreprises autour de la data. Ça, on va le voir aujourd'hui avec deux invités dont j'ai l'honneur d'avoir avec moi. Michel Lutz. Bonjour. Michel, tu es le CDO du groupe Total Energy, en charge de l'équipe data de la Digital Factory. Tu as deux casquettes, je crois. Explique-nous un petit peu ce que tu fais. Oui, c'est ça. En fait, j'ai deux casquettes pour le groupe. Donc, je suis groupe Data Officer donc de la compagnie Total Energy. Et je suis aussi responsable de l'équipe data de la Digital Factory, donc une nouvelle entité de la compagnie qui a été créée il y a 2 ans, 1 an et demi maintenant. Donc Michel, tu vas nous expliquer ce que tu as pu mettre en place, que vous mettez en place au sein de Total Energy. Et puis, j'ai l'honneur d'avoir aussi Vincent Luciani, Bonjour. Qui est le CEO d'Artefact. Vincent. Bonjour, je suis cofondateur et CEO d'Artefact. Et donc Artefact, c'est à la fois une agence digital marketing et une société de conseil spécialisée justement dans la mise en œuvre de projets de transformation autour de la data et de l'IA. Super, merci beaucoup Vincent, merci Michel d'être là. Alors, on va démarrer finalement. On a vu apparaître des labs, des data labs. En 2 mots, c'est quoi les enjeux d'un lab pour accélérer la transformation des data et digital de l'entreprise? Comment ça se passe chez Total finalement? Alors, peut-être juste pour parler de la Digital Factory, pour moi, ce n'est pas vraiment un lab à mes yeux, mais je vous expliquerai pourquoi un peu plus tard. Mais effectivement, c'est clair que c'est quelque chose qu'on a créé pour vraiment accélérer notre transformation digitale. Comme vous le savez, là, l'entreprise elle est en pleine transformation. Quand je parle de Total Energy, en fait, c'est Total qui a changé de nom la semaine dernière. Justement pour se transformer en un producteur et fournisseur multi-énergie. Et bien sûr, le digital, c'est un vrai levier, le digital et les technologies numériques de cette transformation. D'où la nécessité d'avoir un gros centre d'expertise autour du digital. Et c'est pour ça qu'on a lancé la Digital Factory. Alors ceci dit, c'est quelque chose qui se situe dans la continuité, on va dire, de l'aventure digitale du groupe. En fait, quand je suis arrivé dans le groupe, ça fait 5 ans maintenant, le digital, c'était quelque chose de beaucoup plus décentralisé. Donc, c'était d'abord des initiatives qui étaient portées par des business units. Ensuite, il y a eu des initiatives un peu plus transverses. On a lancé des choses autour du digital industriel, on a noué des grands partenariats. Et puis, en fait, on s'est dit qu'il y avait une volonté d'aller plus vite, plus loin, de faire plus fort. Et c'est pour ça qu'on a créé cette factory, en fait, pour vraiment rassembler les moyens, les talents, pour vraiment avoir un impact massif. Donc aujourd'hui, la Digital Factory, c'est plus de 300 collaborateurs, donc 300 spécialistes du numérique, du digital. C'est vrai que je parlais de Data Lab, tu parles de Data Factory en fait. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit émerger des modèles finalement d'usines à créer des applications basées sur la data pour des processus métiers. Qu'est-ce qu'on voit globalement, d'ailleurs, sur le marché chez d'autres entreprises, peut-être Vincent, avec Artefact, qui finalement accompagne aussi ces entreprises sur ces sujets-là? Ouais, c'est vrai qu'on a vu ces dernières années vraiment l'émergence de modèles, on va dire, centralisés, standardisés autour des approches digitales et data. Je pense que l'objectif, c'était vraiment de sortir initialement de la rigidité de l'entreprise avec des ressources et un mode opératoire dédié. Il y a toute une continuité, on va dire, sur le digital et data. Au début, c'était très axé start-up avec des accélérateurs vraiment plutôt orientés sur l'innovation. Puis on a vu sur le digital vraiment une notion de hub, de centre d'expertise pour regrouper des compétences. Et aujourd'hui, comme le disait Michel, on voit vraiment apparaître plutôt cet aspect de factory, donc avec une grosse notion de delivery et en fait on vient mettre les mains dans le cambouis. Je pense que les gros rationnels derrière ces organisations, c'est déjà attirer des ressources rares avec un storytelling et une cohérence qui leur permet de dire qu'elles vont évoluer dans une organisation dédiée. C'est aussi concentrer et mutualiser des assets, donc c'est des assets humains, mais aussi des assets technologiques dans l'entreprise, versus peut-être éparpiller des ressources dans plusieurs pays ou dans plusieurs business lines, par exemple. Et bien sûr, comme je disais, c'est sortir de la lourdeur de l'entreprise pour proposer un mode de delivery vraiment plus efficace. Et alors, on y reviendra sans doute, mais un des gros enjeux, justement, c'est ce qui fait aussi parfois la faiblesse. C'est comment est-ce que j'arrive à ancrer le lab dans une organisation. C'est vrai que nous, chez Artefact,
On a vu très peu finalement de lab perdurer dans le temps. Ouais. Et donc la grosse question, c'est comment est-ce qu'on arrive à rattacher le lab et bien créer un maillage avec une organisation existante. Je pense. Alors justement, du coup, effectivement, on a vu émerger ces modèles-là, comment ils s'ancrent finalement dans l'organisation et dans ses process, puisque ces labs sont censés produire, tu n'as pas encore mentionné Michel, mais data as a product, donc finalement produire des applications basées sur les données pour prendre des meilleures décisions, pour pouvoir permettre au métier de prendre des meilleures décisions. Donc comment ça se passe chez Total, tout simplement? C'est quoi un data lab ou une digital factory au sein de Total, concrètement? Peut-être juste aussi pour repréciser pourquoi, dans ma tête, ça va plus loin qu'un lab. C'est pas un centre d'expérimentation. Ouais. En fait, on est Digital Factory, on est très très centré sur la valeur, parce que finalement, ça a été créé avec des ambitions assez claires. On a pour objectif, à partir de 2025, de générer 1,5 milliard de dollars de revenus par an pour la compagnie, avec les applications qui vont être développées dans cette Digital Factory. Donc c'est vraiment un objectif très orienté sur la valeur et pas de laboratoire, dans le sens où ce qu'on fait, on le déploie et on fait des choses qui sont dans les mains de l'utilisateur et qui fonctionnent. Et création de valeur, c'est économie, C'est ou tout, création de valeur tout de levier business. confondu. Je pense Les que c'est deux. important Les deux aussi sont possibles, dans tout à la fait. valeur créée pour l'entreprise. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Et donc avec cet enjeu fort, voilà, de passage en production, de livrer des applications qui fonctionnent et pas juste des prototypes ou des tests. Et dans ce cas-là, on est justement orienté complètement autour de ça. Donc si tu veux, le mode de fonctionnement de la Digital Factory, c'est des équipes autonomes qui sont capables de livrer de bout en bout une application. Donc en fait, chaque équipe est entre 8 et 10 personnes, avec finalement toutes les expertises, donc des software engineers, des DevOps, des data scientists, des data engineers. Et leur objectif, c'est vraiment cadrer un produit, le déployer et s'assurer qu'il fonctionne en production. Ouais. Donc c'est une cellule de production, on va dire une application, avec de la data à l'intérieur, avec toutes les bonnes fonctions, et la connexion métier, du coup, par extension. C'est-à-dire, du coup, un lien très fort avec le porteur métier. Voilà, c'est le mode squat un peu classique, donc on a toujours un product owner qui représente le métier. Et effectivement, ça, c'est un facteur clé de succès, très important. Peut-être juste aussi, pour parler juste un peu de technologie aussi, pourquoi la Factory nous a permis aussi d'accélérer, c'est qu'on s'appuie aussi sur des, on va dire, des assets technologiques partagés. Pourquoi je reviens là-dessus? Parce que si je reprends aussi un peu l'histoire du digital et de l'évolution de la data chez Total, quand je suis arrivé il y a 5 ans, pareil, l'accès aux données et les outils de manipulation de la donnée étaient très décentralisés, plutôt autour de technologies on-prem, qui étaient, voilà, ça dépendait un peu des directions. Il y avait différents outils selon les directions informatiques. Et du coup, petit à petit, on a commencé à regarder ce qu'on pouvait faire avec des offres cloud. Et ça nous a permis de mettre en place une équipe centrale maintenant, qui est un peu qui nous met à disposition des composants validés par la cybersécurité, industrialisés. Et ça nous a permis aussi d'aller vite au niveau de la Digital Factory, parce que cette équipe existait déjà. Donc on utilise beaucoup de Azure notamment. Et c'est là-dessus que ces squads travaillent, c'est dans ce cadre technologique, et c'est ce qui nous permet aussi d'accélérer nos travaux. Oui, c'est intéressant parce qu'en fait, on voit deux choses. On voit le côté plateforme, c'est-à-dire décloisonner, désiloiser finalement les données, en évitant le shadow IT. Parce que finalement, le risque aussi, c'est que tout le monde dans l'entreprise crée plein d'applications, mais sans être compliant, sans avoir les bons niveaux de sécurité. Et donc, la factory, finalement, elle établit un cadre, et en même temps, elle est entité de production pour les métiers. Et ce qui est hyper important, c'est que ces plateformes, c'est pas que les plateformes, la Digital Factory. En fait, nous, on travaille dessus, mais c'est les plateformes de l'ensemble du groupe. Donc, ce qui nous permet aussi de ensuite basculer le run des applications vers les entités informatiques, etc. Donc ça, c'est hyper important aussi. On n'a pas de séparation. Effectivement, le côté, y compris AI, Machine Learning Ops, Pipeline, etc., qui doit être naturellement créé, d'où la notion de factory derrière. Vincent, peut-être, comme tu côtoies aussi pas mal d'entreprises, qu'est-ce que tu as vu comme grande ligne directrice, finalement, derrière la mise en place de ces labs, de ces factories derrière, avec probablement des entreprises très différentes derrière, donc des historiques aussi culturels ou plateformes différentes. Ouais. Pour généraliser ce qui a été évoqué par Michel, en fait, il y a effectivement des modèles qui varient, notamment en fonction du degré de standardisation et du degré de centralisation, mais on voit quand même des grandes lignes conductrices apparaître sur ces data factories notamment.
Le concept de la feature team, alors on peut l'appeler des squad teams, des feature teams, chacun sa propre nomenclature, mais me paraît essentiel. C'est-à-dire que c'est une entité autonome capable de faire du delivery de bout en bout, avec l'ensemble des ressources et des compétences qui sont nécessaires. On reviendra sans doute sur les nouveaux rôles, sur l'importance du product owner qui me paraît essentiel. Toute la partie data qui est évidemment critique, que ce soit des data scientists ou des data analysts en fonction du niveau de sophistication du use case. Et toute la partie engineering pour faire elle-même la mise en prod sur la feature team me paraît essentielle. Et à côté de cette feature team qui est très orientée delivery, on voit notamment le besoin de transversalité apparaître. Et donc c'est pour ça qu'il y a des core teams ou des central teams qui assurent justement ce besoin de transversalité. Notamment sur 2 niveaux. Donc le premier niveau, c'est tout ce qui est le project management. Comment est-ce que je mets en place des standards pour qualifier des use cases, chacun sa propre façon de dire go, no go, entre guillemets. Le pilotage de la valeur, c'est hyper important. Donc, Michel évoquait cette importance de la valeur qui est critique parce qu'aujourd'hui, on est à des niveaux de maturité de projet data qu'on ne peut pas se permettre de ne pas avoir d'économie ou de valeur en face. Comment est-ce qu'on compte la valeur, finalement, c'est hyper important pour homogénéiser, pour qu'à la fin, on puisse sommer, tout simplement. Toute la logique de change, dont on reviendra aussi, qui est hyper critique. Il faut être capable d'amener du début de l'histoire jusqu'au changement des modèles opératoires dans les équipes. Donc ça, c'est toute la partie, on va dire, project management. Et puis après, il y a tout un socle techno commun. On reparlera sans doute, mais toute la partie data governance qui est critique pour arriver à exploiter, construire des use cases le plus rapidement possible. Le MLOps, voilà, qui est un terme assez barbare, nouveau, mais pour dire comment est-ce que j'arrive à industrialiser mon pipeline de bout en bout. L'infrastructure et les choix technologiques qui sont évidemment essentiels. Comment est-ce que je m'assure d'avoir un certain niveau de standardisation? Là, aujourd'hui, finalement, pour construire un use case, j'ai plein de briques possibles. Donc, comment est-ce que je peux avoir un référentiel pour construire ces use cases de telle façon que ce soit exploitable par d'autres équipes? Et après, on voit aussi émerger beaucoup le sujet d'éthique. Chez Artefact, on parle d'éthique by design, où en fait, chacun des use cases aujourd'hui doit répondre à une certaine checklist, et ça fait aussi partie des modes opératoires qu'une équipe centrale doit être capable de construire. Donc pour résumer, c'est très orienté delivery aujourd'hui, avec des squads qui construisent vraiment des projets de bout en bout, qui doivent être industrialisés, et il y a un besoin de transversalité assez important qui apparaît, qui permet de piloter finalement le lab ou la factory. Ce qui est intéressant, c'est, bon, tu as parlé de standardisation, centralisation, effectivement, outils, processus. Ce qui est intéressant, c'est pas une usine à POC, effectivement. Donc, c'est comment, dans les processus même, est intégrée finalement la faculté de le déployer. C'est-à-dire, il faut aller assez vite pour, j'allais dire, développer quelque chose. On reviendra aussi sur les plateformes, peut-être le low-code, enfin, un certain nombre d'outils pour créer facilement des tableaux de bord, des applications. Mais aussi, finalement, d'être capable de le délivrer rapidement, de le déployer rapidement. Parce que c'est une condition de succès, je suppose, de rapidement mettre, je veux dire, dans les mains du client interne ou externe, finalement, le résultat de cette application. Ouais. Je pense que, effectivement, alors, enfin, nous, on a vraiment la conviction très forte chez Artefact qu'il faut être capable d'industrialiser Day One. Ouais. C'est-à-dire qu'on part d'une situation, finalement, il y avait un accent très fort qui était mis sur la data science, et quelque part, le data scientist était très fier d'exposer son modèle. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, enfin, nous, en tout cas, on observe un changement de paradigme, où, en fait, on est capable on se force à industrialiser en 2 semaines, 3 semaines. C'est-à-dire qu'en fait, on va jusqu'au bout. Si on fait un algorithme de recommandation, on s'assure que l'algorithme il est disponible dans l'interface des utilisateurs, quitte à avoir un très mauvais résultat scientifique au départ et l'améliorer de façon continue. Donc c'est un changement de paradigme assez important. Donc cette logique d'être capable d'industrialiser Day One me paraît essentiel, et on en reviendra sans doute sur la question des compétences, mais ça suppose que les data scientists soient aussi câblés de cette façon. Un autre critère pour, je pense, construire un modèle gagnant, c'est la data governance. On se rend compte qu'aujourd'hui, l'accessibilité aux données, et donc ce sera intéressant d'avoir l'avis de Michel chez Total, mais pour nous, c'est toujours le pain point le plus important. Ça prend du temps, notamment sur les données critiques, où peut y avoir, en plus de trouver la donnée, trouver la bonne personne, construire le pipeline de données, il peut y avoir des validations juridiques, ça peut prendre plusieurs mois. Est-ce que c'est pas là où souvent on voit les métiers dire « Oh, c'est trop long, justement, moi je voudrais aller beaucoup plus vite » et il y a un faisceau de contraintes qui soit juridique, etc. Comment on résout ça, finalement? Justement, c'est ce sujet de mettre en place cette gouvernance des données qui permet de réduire énormément le lead time pour accéder à la donnée, la trouver. Ça réduit aussi les erreurs, où en fait on est vraiment capable d'avoir de toute bonne foi pensé qu'une donnée est la plus adaptée, et puis finalement on se rend compte que c'était pas exactement celle-là. Ça réduit aussi les changements. Moi j'ai un exemple où on travaillait sur un use case de prévision des ventes chez un de nos clients du luxe,
Et en fait, on avait construit parfaitement le pipeline qui s'appuyait sur des données historiques. Et en fait, au départ, les données étaient basées sur une nomenclature type jour, mois, année. Et en fait, sans que personne soit prévenu, le système est passé sur une nomenclature anglo-saxonne mois, jour, année. Mois d'abord, jour Voilà. après. Donc, arrivé au 13e mois, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème. mais voilà, c'est un exemple qui illustre vraiment ce besoin d'avoir à la fois des données disponibles, en qualité, standardisées, mais surtout gouvernées. Et donc, voilà, je pense que dans l'industrialisation, cet aspect de data governance est de plus en plus important aujourd'hui. On trouve ces cas-là chez Total. On a eu des cas comme ça, dessus d'ailleurs, on ne peut pas faire totalement les choses parce que données personnelles. Donc il faut masquer, il faut traiter différemment la donnée, il faut. Ouais, peut-être juste pour revenir sur les différents points que Vincent mentionnait, effectivement, la partie. Pour moi, si on revient juste à la partie, on va dire, scientifique ou création de modèles, effectivement, un des points clés, crucial, qui garantit le fait qu'on est capable de faire des choses robustes, industrielles et rapides, c'est effectivement tout ce qu'on met dans l'enveloppe un peu MLOps, Ouais. avec un peu la philosophie. J'avais lu ça et je trouvais que c'était assez bien résumé. Finalement, quand on fait du machine learning, le produit qu'on fait, c'est pas le modèle, mais c'est des pipelines réutilisables. C'est savoir gérer des cycles de vie des modèles en production, gérer des dérives, gérer les drifts dans les données, dans les modèles, etc. Donc ça, c'est un élément clé. Et c'est un des centres, voilà, pour moi, c'est une expertise clé de la Digital Factory qu'on construit. Ensuite, il y a des notions d'intégration et de trouver les bonnes interfaces entre la partie modélisation et utilisateur. Donc, on parle pas mal de MLUX, peut-être qu'on aura le temps d'y revenir un peu, mais pour moi, ça, c'est un sujet très, très important. Donc, pas construire des modèles qu'avec une vision statistique ou mathématique, mais de se dire finalement quel est l'impact sur le processus décisionnel. Comment je fais, comment je garantis que la sortie de mon modèle va avoir un impact sur la prise de décision d'un humain. Et ça un peu le sujet aussi, éthique dont ça parlait implique Vincent aussi comment préalablement. on donne confiance. Quoi. C'est pas que de la, voilà, c'est pas que des. Il y a pas mal d'outils aujourd'hui autour de l'explicabilité des modèles, etc. Mais ça suffit pas. En fait, il y a un travail après de gérer l'interface avec l'utilisateur. Et donc ça fait voilà. Donc MLOps, MLUX, je pense que c'est deux points clés pour vraiment garantir la pérennité du machine learning et d'autres méthodes numériques, en fait. On parle beaucoup de machine learning, mais aussi, moi, je suis aussi convaincu qu'il y a beaucoup d'autres méthodes qu'on doit utiliser et qu'on utilise, qui amènent beaucoup de solutions. Et après, effectivement, pour la partie data gouvernance, data management, c'est un point clé. Oui. Notamment chez nous, à la Digital Factory, en fait, chez Total, on est très, très couplé, finalement, ce qu'on appelle les systèmes legacy, parce que nos données, on ne les génère pas au niveau de la factory. Je pense que pour 80% de nos cas, on va dire, voire plus, en fait, on va récupérer ces données dans des systèmes opérationnels, donc les historiens de production, les manufacturing execution systems, les CRM, etc. Et donc, il y a tout un processus à mettre en place. De nettoyage, un petit à peu. la fois pour gérer la donnée au niveau source, à la fois aussi pour repenser les modes de gouvernance, parce que finalement, quand on commence à mettre des data platforms, on commence à déporter les données pour des nouveaux usages, dans des nouveaux environnements technologiques. Donc ça change un peu les gouvernances traditionnelles qui ont été mises en place. Et c'est pour ça que là, ma casquette, on va dire, au niveau de l'ensemble de la compagnie, elle est importante, parce que ça ne peut pas se gérer qu'au niveau de la Digital Factory, en fait. Et pour ça, du coup, je travaille avec un réseau de data officers qui sont mes relais data gouvernance, data management sur les principaux domaines de données du groupe. Et on travaille avec eux sur toutes les questions de accessibilité, gestion de la qualité de la donnée, gestion des référentiels, de catalogage des données, qui est un des gros enjeux sur lesquels on travaille, qui est essentiel quand on commence à déporter les données dans des environnements cloud. Et de plus en plus, un sujet que je vois de plus en plus et qui est très important, qui est tout ce qui est comment rajouter un maximum de contexte métier sur les données. Donc on peut parler il y a déjà les questions de labels quand on veut faire de l'apprentissage supervisé. Ouais. Ensuite, il y a l'ajout, il y a toutes les notions de data lake sémantique, comment on rajoute toute cette couche de glossaire métier sur les données brutes. Et tout ça, c'est des choses qu'on traite avec les data officers qui sont du coup dans les métiers. Et quand tu parlais d'accessibilité, c'est aussi, du coup, qui a droit d'accès aux données, quand, Tout à comment, fait. finalement, selon les niveaux de métier, dans les métiers en l'occurrence, dans les DSI ou autres. Absolument, C'est ça. et ça l'état de l'art actuel nécessite de repenser ce qui existait avant, parce que finalement, avant, la donnée, je ne veux pas dire que c'était simple, mais la donnée était liée à l'application. Ouais. Aujourd'hui, la donnée existe en tant que telle, et plusieurs applications vont consommer une même donnée
Et donc ça pose des enjeux vraiment complémentaires, enfin des enjeux nouveaux, des nouveaux modes de gouvernance. Et donc ça, voilà, c'est des choses qu'on travaille en continu. Alors du coup, Vincent, peut-être, c'est vrai qu'on l'a moins abordé, mais les métiers eux-mêmes doivent évoluer derrière dans leur relation avec cette factory ou qu'elle soit hébergée d'ailleurs, ces compétences-là. Qu'est-ce qu'on voit un peu émerger? Finalement, il y a plusieurs modèles, mais souvent on a vu des labs, j'allais dire, ne pas arriver à produire parce que justement les métiers étaient moins culturellement habiles sur la partie data. Est-ce que c'est quelque chose qu'on voit dans la manière dont on va les acculturer dans les projets? Bah, pour moi, c'est un point clé. Hein. Tu soulèves un sujet qui est probablement un des points qui n'est pas encore aujourd'hui complètement tranché, je dirais. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout l'aspect technique est en train de s'organiser, la data gouvernance, la roadmap commence à être claire. Je pense que toute la partie change management, il y a encore beaucoup de travail à faire sur à la fois l'acculturation, mais aussi sur l'appropriation des outils. Là, nous, on pense qu'il y a notamment un rôle qui est clé, c'est le rôle du product owner, qui doit vraiment faire en sorte que finalement le change, c'est pas quelque chose qu'on garde à la fin, mais c'est quelque chose qu'on co-construit et qu'on doit faire tout le temps, tout au bout du projet. Ça commence en amont par faire une bonne discovery, et c'est-à-dire vraiment comprendre finement le problème qu'on cherche à résoudre, le problème des utilisateurs. Et généralement, on passe pas assez de temps sur comprendre le problème, on va directement sur la solution. Et après, en aval, effectivement, ce que tu évoquais, ça implique parfois de changer des modes de travail. Souvent, on dit, voilà, l'intendance suivra, et en fait, non, l'intendance ne suit pas. Et finalement, on se rend compte que la technologie offre des nouveaux possibilités, des nouveaux services, et que l'adoption n'est pas automatique. Voilà, j'ai un exemple où, en fait, on a travaillé chez un client pour construire un algorithme qui permettait de détecter les détracteurs. Voilà, et en fait, l'objectif, c'était une fois qu'on avait identifié ces détracteurs, être capable de les réactiver, soit par SMS, soit en les appelant, en leur proposant une offre ou en essayant de comprendre le motif d'insatisfaction. Historiquement, ces campagnes de réactivation étaient faites tous les 2 mois parce qu'en fait, on avait accès à ces informations tous les 2 mois. À la fin du use case, on a une donnée fraîche qui permet de le faire toutes les semaines, mais l'entreprise, les modes de gouvernance et l'operating model n'est pas du tout prêt. Et donc, en fait, le rôle du product owner se transfère complètement vers un rôle finalement de nouveau design des procédures et de comprendre comment est-ce qu'on peut utiliser cette donnée complètement rafraîchie. Et donc en fait, on voit bien qu'il y a un rôle qui est vraiment de bout en bout et qui doit se traduire notamment par une adoption de plus en plus importante des outils qui sont à disposition. Et donc on traque notamment sur ce change, on ne traque pas que des KPI, parce que le KPI ultime, c'est le KPI financier, mais on va aussi traquer des KPI intermédiaires, notamment combien de personnes se connectent à la solution, quel est le taux d'usage et comment est-ce qu'on s'assure que finalement les gens utilisent la solution qu'on a construite. C'est bête à dire, mais finalement c'est un KPI qui est important à suivre. Et donc ce sujet de change management, il n'est pas nouveau. Pourquoi c'est si fort maintenant? Est-ce que c'est parce que finalement, on l'a dit un peu, la technologie, les plateformes, le cloud est disponible et donc on peut faire un certain nombre de choses, que petit à on en a besoin parce que finalement on veut rebondir en face à la crise, on veut accélérer finalement les prises de décision. Donc est-ce que toutes les entreprises ne vivent pas finalement l'extension, la généralisation de ces modèles au sein d'une organisation? C'est pour ça que le change management devient si important aujourd'hui. Quelle que soit l'industrie d'ailleurs. Ouais. Je pense qu'aussi le sujet, c'est que finalement derrière le change management, il y a vraiment le concept de scale et d'usage massif d'une solution. Et voilà, Michel parlait de l'importance d'aller chercher de la valeur. Finalement, le lab, et quelles que soient les ressources et la taille, est finalement assez restreint. Et donc, si on veut vraiment avoir de l'impact, il faut que ce soit adopté par le maximum d'utilisateurs. Et donc, derrière le change management, il y a comment est-ce qu'on s'assure que ce qu'on fait à la fin fonctionne. Et je pense qu'aujourd'hui, les problèmes data et technologiques sont en train d'être résolus. La grosse question, et qui n'est pas encore complètement craquée, c'est comment est-ce qu'on travaille sur la partie humaine. Et je pense que c'est un sujet majeur qui reste à travailler. Alors justement, juste avant de parler, on parlait beaucoup d'accessibilité, mais juste avant de parler de compétences, on va un petit peu parler de compétences juste avant, mais il y avait un sujet intéressant qui est lié finalement dans l'adoption de la technologie, c'est l'UX. Et donc c'est finalement comment on peut centrer les modèles vers les utilisateurs, de ceux qui utilisent finalement ces données, pas seulement du code, mais vers finalement du MLOps, la faculté de comprendre ce qu'il y a derrière. Est-ce que c'est quelque chose qu'on voit fortement, Michel, dans les problématiques aujourd'hui chez Total? Oui, est-ce que je peux juste peut-être rebondir sur le rôle du PE? Oui, bien sûr. Je pense que c'était important. Puis, donc, juste pour revenir, parce qu'en fait, effectivement, le rôle du PE est important. Par contre, il y a aussi une rencontre à avoir entre l'expertise métier que porte le PE et les expertises du numérique, finalement. Et donc, il faut faire en sorte que ces cultures se rencontrent. Et donc nous, notamment,
quand il y a les PO qui viennent à Digital Factory, on a notamment autour de la partie data, on a des parcours de formation pour eux, pour qu'ils puissent comprendre, parce qu'il y a aussi une question de réalisme à mettre dans ce qu'on peut faire avec du machine learning ou de la data science. Et donc ça, donc nous, on a systématiquement c'est ce travail d'onboarding des PO. Et effectivement, après, pour emmener le produit vers ses usages du métier, peut-être juste un retour d'expérience intéressant sur un produit qu'on a déployé récemment, qui a été fait dans la Digital Factory, où là, on avait fait un modèle de machine learning qui permettait d'optimiser des processus de production pour une usine de batterie du groupe. Et donc là, ce qui a été assez sympa en termes de transformation, c'est que d'une part, on a formé les utilisateurs locaux donc dans l'usine pour qu'ils aient des bases en machine learning pour comprendre ce que faisait le modèle, pourquoi il réagissait d'une certaine façon. Donc ça, c'est les data scientists de la Digital Factory qui ont fait ça avec des gens qui sont sur les sites industriels. Et du coup, la transformation, elle est encore plus loin parce que finalement, au sein de l'usine, il y a une personne qui a été nommée pour suivre en fait l'évolution de son modèle, l'évolution du modèle, aller regarder ce qui se passait quand il commençait à faire des mauvaises prédictions, être capable de regarder si c'était un problème de données, etc. Donc ça, je trouve, cette continuité entre un product owner qui vient, qui ramène son expertise métier, ensuite qui travaille avec une squad pour construire une solution, et ensuite qui emmène cette culture data et cette expertise data au sein d'un site industriel. Pour moi, ça, c'est un peu une forme de percolation de la factory vers les métiers. Voilà. On peut même imaginer que le PO, parfois, pourrait être dans le métier, mais détaché. Mais c'est comme ça, nous, c'est que des gens du métier, voilà. en fait. Donc, chez nous, les PO, c'est des gens qui viennent, qui viennent du métier, en fait. C'est qui sont sensibilisés, voire qui apprennent finalement la partie factory. Tout à fait. Dans la propre gestion du projet. Ouais. Alors, peut-être qu'on va parler des compétences, du coup, pour un petit peu enchaîner, parce que c'est un enjeu fort, évidemment, qu'il soit au niveau métier, comme on l'a dit, ou au niveau technique aussi. Justement, Michel, qu'est-ce que vous avez mis en place chez Total pour tant au niveau des compétences techniques que de l'acculturation, puisque tu as les deux casquettes en l'occurrence. Donc justement, il y a beaucoup de choses. Alors je vais essayer de ne pas être trop long en parlant justement les deux casquettes. Donc si je prends la première casquette qui est vraiment Digital Factory, donc on a ce qu'on appelle une Digital Academy au sein de la Factory. Donc je vais me limiter à la partie data pour pas être trop long. Donc comme j'ai dit avant, on a des formations plus métiers pour les PO, etc. Ensuite, on a mis en place des parcours pour les data scientists aussi. Pour moi, les data scientists de mon équipe, en fait, ils doivent être bons ou en tout cas, ils doivent progresser sur 4 axes. En fait, j'ai 4 niveaux d'exigence. Il y a d'une part, bien sûr, la partie modélisation, c'est le cœur du métier. Par contre, large, peut-être juste pour rebondir sur ce que je disais avant, aujourd'hui, on parle beaucoup de machine learning. C'est vrai, ça répond à pas mal de problématiques. Mais ça ne répond pas à tous les problèmes, et notamment à des problématiques que moi, je vois au quotidien. On ne peut pas faire que du machine learning. Il y a tout un ensemble en fait, de méthodes scientifiques qu'on doit utiliser. Il y a aussi des statistiques, de la proba, de la recherche opérationnelle, de la simulation numérique, etc. Donc, on a ce cœur de compétences qui est important et il faut que toutes ces disciplines soient présentes. Et ça, je travaille ensemble, parce que parfois, finalement, la bonne réponse, c'est on va mettre un peu de machine learning avec de la recherche opérationnelle, etc. Il faut coupler ces approches, quoi. Mais en gros, voilà, ça, c'est le cœur de compétences et on a des formations pour grandir dans ces domaines. Ensuite, il y a un deuxième qui est hyper important, c'est software craftsmanship, parce qu'on est une factory. Donc ça développe. Moi, il y a l'objectif que les data scientists, il faut qu'ils sortent du labo, il faut qu'ils sachent bien coder, faire du code propre, tester de qualité, bien packagé, etc. Ils ont des formations en data engineering. Même si on a des data engineers dédiés, il y a quand même une importance à savoir travailler avec eux, savoir ce que c'est de faire des pipelines robustes, etc. Et avoir des bases aussi sur la partie data management pour penser à tous ces problèmes de monitoring des données, etc. Et puis il y a des troisièmes qui est avoir des compétences en DevOps, notamment ça pour anticiper la partie MLOps, savoir déployer des modèles, etc. Avec bien sûr des spécificités liées au machine learning en production. La partie industrialisation dont on parlait, qui est quand même essentielle ensuite derrière. Donc en gros, chez moi, tout le monde doit avoir, au niveau de l'équipe, on doit être bon sur ces 4 domaines et on fait en sorte que tout le monde progresse et devienne vraiment bon sur ces 4 sujets qui sont hyper importants. Ensuite, au niveau du groupe, donc là, si je parle au niveau de l'ensemble de Total Energy,
Donc on a mis différents dispositifs en place. Je travaille beaucoup avec la direction de la formation pour ça. Donc en fait, on a mis en place des formations plutôt, on va dire, techniques pour ceux qui veulent vraiment s'orienter vers les métiers de la data. Donc on a des formations pour être data manager notamment. On a aussi des bootcamps pour ceux qui veulent vraiment devenir codeur dans la data science. Et après, on a aussi beaucoup de programmes d'acculturation qu'on a mis en place. Parce que finalement, pour moi, ça, c'est hyper important de créer un contexte culturel favorable pour qu'on ait envie de faire des choses avec la donnée, pour qu'on comprenne ce qu'on peut faire avec la donnée, ce qu'on ne peut pas faire avec la donnée. Et donc là, on a plusieurs programmes d'acculturation qu'on a mis en place depuis plusieurs années. Donc on en a pour les managers, et puis on en a aussi pour tout le monde, donc des e-learning vraiment à disposition de tous, où on explique les concepts, on montre ce qui se fait chez Total. Et ça marche, franchement, ça marche vraiment, vraiment très bien. Et puis pour moi, ça prépare aussi le terrain à une transformation qui est enclenchée, mais que je veux aussi accélérer, parce que finalement, certes, on a la Digital Factory et puis d'autres dispositifs aussi qui créent des produits, qui créent des solutions digitales, qui créent de l'innovation digitale. Mais ça, c'est une chose. Moi, ce que je souhaite, c'est je pense qu'il y a un niveau de transformation plus massif qu'on peut avoir, parce que la Digital Factory, par exemple, va faire des produits très spécialisés, vraiment du software qui tourne en production. Mais après, je pense que à peu près tout le monde peut devenir plus autonome aussi dans ce qu'il peut faire avec les données. Donc, on a aussi il y a un premier niveau d'analyse qui peut être favorisé et diffusé très largement. Donc, pour ça, c'est aussi une question d'outils. Et donc, pour ça, pour accompagner ce change culturel, on travaille beaucoup aussi avec la direction informatique à mettre des outils pour accéder toujours plus facilement aux données, pour avoir un premier niveau d'analyse, pour vraiment donner de l'autonomie. Donc, c'est un peu ce qu'on met derrière le concept citizen developer ou citizen data scientist. Voilà. Donc ça, c'est une chose, on regarde beaucoup, on accélère ces sujets parce que c'est hyper important aussi. C'est vrai qu'on voit bien les deux tendances, et c'est vrai évidemment sur Azure, mais une tendance à des nouveaux métiers qui se forment, qui se développent, data engineer, data manager, data scientist, c'est des parcours de certification. Alors on peut retrouver beaucoup de parcours de certification aussi sur Azure, sur MS Learn. Et puis de l'autre côté, des business schools, plutôt des AI business schools qu'a lancé Microsoft aussi, mais aussi toute la mouvance d'applications, on n'a pas besoin de coder ou de créer des dashboards, d'ailleurs, comme Power BI, dans lesquels les métiers vont pouvoir créer des Power BI à partir du moment où ils ont les données disponibles. Vincent, on retrouve aussi ces deux données, puisque tout le monde n'a pas, la technicité forcément d'un Total, ou les moyens d'ailleurs, puisque vous accompagnez pas mal d'entreprises. C'est quoi les tendances que vous voyez aussi, et puis ce que vous proposez finalement derrière? Ouais. Bon, je ne vais pas répéter ce qu'a dit Michel, je suis vraiment d'accord sur l'évolution. En fait, on voit quand même globalement une évolution sur la maturité des compétences qui, après quelques années sur la transformation des projets data, est aujourd'hui beaucoup plus mûr qu'il y a quelques années. Donc il y a une espèce d'hyper-spécialisation dans certains domaines. Quelques remarques sur l'évolution du rôle du data scientist. Moi, je trouve que c'est encore plus excitant maintenant qu'il y a quelques années d'être data scientist. Il y a deux tendances un peu sur ce rôle. Le premier, c'est une tendance à la spécialisation, à l'hyper-spécialisation sur des domaines. Aujourd'hui, nous, par exemple, on recrute des gens qui sont spécialistes du NLP, NLU, donc toute la partie traitement du langage. Oui. On recrute des gens qui sont spécialistes en vision. On recrute des gens qui sont spécialistes en time series, en time forecasting. Et donc, en fait, on voit maintenant que, quelque part, c'est comme les mathématiques qui étaient très généralistes, finalement, se sont fragmentées en plusieurs sous-domaines. La data science, qui était très généraliste, est en train de se fragmenter en plusieurs sous-domaines. Et donc, on a vraiment des spécialistes aujourd'hui qui interviennent. Et donc, je trouve ça assez intéressant pour pouvoir creuser en profondeur. Et à côté de cette hyper-spécialisation, on voit aussi, et donc c'est ce qu'on appelait machine learning engineer, ou capacité à faire du MLOps, en tout cas, un besoin aussi d'être plus autonome pour le fameux data scientist, notamment autonomie pour industrialiser directement ces modèles dans les univers de production, autonomie sur le check et le contrôle des modèles, autonomie sur finalement la qualité du code. Et donc, il y a des compétences, notamment de développeurs, qui sont en train de fusionner avec des compétences de data scientists. Et donc, on voit aussi aujourd'hui des data scientists beaucoup plus conscients de l'importance de faire du code propre en production et qui maîtrisent des outils qu'ils ne maîtrisaient pas il y a quelques années. MLflow, par exemple, pour directement s'assurer et enregistrer les paramètres des modèles. Great Exploitation, par exemple, sur des outils qui vont permettre de vérifier que les traitements ont bien été faits de bout en bout. Et donc ça c'est sur la partie data science. En fait, on voit quand même l'importance de ce rôle et une généralisation de ce rôle associé à une hyper-spécialisation sur des domaines spécifiques. Un autre rôle dont je voudrais discuter, c'est toute la partie data analyst.
qui est un rôle qui a émergé plus récemment. Historiquement, voilà, c'était très axé sur les dashboards. Et on voit aujourd'hui un rôle beaucoup plus complet avec des data analysts qui deviennent un peu les super consultants. On va leur demander d'être capables de faire des analyses, on va dire, avec beaucoup de recul sur un certain nombre de données. Donc, il va être capable de faire à la fois des requêtes sur des bases de données SQL, par exemple, à la fois d'être capable d'aller débugger ou de déployer un tag sur toute la partie digitale. Donc, en fait, c'est aussi des gens qui sont capables de coder en JavaScript, par exemple. Et en fait, toutes ces compétences sont aussi permises par l'évolution de la technologie. Et donc voilà, je citerai des technos qu'on utilise chez Microsoft, mais par exemple Power BI ou Synapse Analytics qui permettent aujourd'hui de décupler les forces des data analysts et qui leur permettent de faire des consultants de demain, entre guillemets. Et le troisième rôle qui est important pour moi, on en a beaucoup parlé, c'est le rôle du product owner, qui devient un peu finalement le chef d'orchestre de la mise en œuvre de projets. Et c'est vraiment c'est un rôle pivot, on n'insistera jamais assez sur finalement la capacité à aller capturer de la valeur dans la mise en œuvre de cas d'usage. Et donc le product owner doit être à la fois quelqu'un qui comprend très bien le métier. Voilà, Michel disait que finalement c'était quelqu'un dans qui le métier est issu du métier directement, finalement, avec une casquette data, ou alors c'est avec une casquette data formée au métier. Donc on voit un peu les deux écoles. C'est aussi quelqu'un qui connaît très bien la data. Chez Artefact, on appelle ça des data product owners, donc c'est des gens qui sont vraiment spécialisés. Et évidemment, tout l'environnement, la partie industrialisation qui est aussi très importante. Et donc on voit, c'est un rôle très exigeant qui nécessite de multiples compétences, mais qui est aussi très excitant. Oui, c'est vrai que c'est un métier product owner finalement encore plus demain derrière. Alors il y a probablement beaucoup d'entreprises qui nous écoutent. C'est vrai que, comme je dis, elles n'ont pas toutes les tailles. Certaines ont peut-être démarré des factories, des labs AI ou data, d'autres pas. La question, c'est par où commencer finalement. Comment je commence avec tous ces enjeux et ces facteurs clés de succès que vous avez dit. Ce qui est intéressant chez Microsoft, c'est que cette transformation, elle a eu lieu en fait il y a quelques années d'ailleurs sur la data, pratiquement sur la data. Elle a été impulsée par Satya Nadella et surtout la CFO, la directrice financière, qui a commencé par le besoin de prédire correctement finalement avec l'ensemble des produits de Microsoft. Finalement les revenus derrière, et donc a impulsé une transformation profonde sur l'utilisation de la data, qui fait qu'aujourd'hui on a une précision extrêmement forte sur l'ensemble des lignes de produits et de revenus. Et ça a pris plusieurs années, qui aboutit aussi à des transformations au niveau des plateformes, des outils, qui sont celles d'ailleurs qui power, on va dire, Azure derrière. Parfois c'est la finance, donc comme c'est le cas de Microsoft. C'était le cas, on l'a vu sur l'e-commerce aussi, sur le retail, dans lequel on accompagne pas mal aussi le côté marketing et vente, parce que c'est là où on a beaucoup de données de comportement d'ailleurs historiquement. Finalement, c'est quoi les bonnes briques de base pour démarrer? Finalement, il faut un porteur métier, il faut une valeur derrière. On a parlé création de valeur. Michel, c'est quoi finalement? Qu'est-ce que tu recommanderais derrière? Par où commencer? Moi, Question large. je recommanderais de jamais commencer par la techno, en fait. Surtout pas, en fait, avec du recul, quand on regarde les échecs qu'on a qu'on regarde un peu dans le milieu. Voilà, généralement, si on veut faire du machine learning parce que c'est hype, on va rien faire. Si on met un data lake, mais on ne sait pas trop ce qu'on va faire des données, on va dépenser de l'argent pour rien. Si on achète des plateformes hyper spécialisées, mais qui ne sont pas drivées par un besoin métier clair, voilà, c'est pareil. Donc en gros, pour moi, ça peut paraître un peu une évidence, mais en gros, c'est de partir vraiment d'un besoin métier, d'une ambition métier, mais d'une vraie ambition large, parce que c'est là ça va tirer les questions de qu'est-ce que ça peut représenter en termes de passage à l'échelle, etc. Et c'est là-dessus qu'il faut construire la stratégie. Donc pour Total Energy, c'est exactement ça. Au niveau de la Digital Factory, on a des objectifs de valeur clairs. On a une ambition assez claire d'être dans le top 5 des fournisseurs producteurs d'énergie renouvelable pour 2030. On a la transformation en compagnie multi-énergie qui transforme beaucoup de choses au niveau de nos métiers. Donc c'est vraiment ça qu'on prend en input en fait, et c'est là-dessus qu'on construit ensuite une stratégie techno et data en fait. Et c'est toujours cette connexion très étroite avec le métier et ses ambitions. Pour moi c'est ça l'enjeu clé en fait. La technologie au service de la transformation des ambitions métiers. Avec une ambition sous-jacente, c'est-à-dire qu'avec l'idée que pour changer quand même les comportements, les compétences, il faut un peu stretcher finalement l'ambition pour mieux, perturber positivement l'organisation et les modes de fonctionnement. Je pense aussi ce que tu racontes au sein de Total Energy. Vincent, on retrouve ça aussi dans les projets qu'on voit
sur le marché français ou sur d'autres entreprises? Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut partir de la valeur. Les gisements de valeur, c'est effectivement c'est ça qui doit tirer finalement la transformation de l'entreprise. Je reviendrai sur la notion, pour moi, la brique élémentaire, c'est ce qu'on appelle la feature team ou la squad, qui est finalement l'entité minimale, la cellule minimale qui va être capable de mettre en prod avec succès. C'est vrai qu'on a vu beaucoup de POC, des produits qui ne sont jamais allés jusqu'à la phase d'industrialisation. Pour sortir de ce paradigme, il faut être capable de déployer toutes les compétences pour industrialiser. Donc, une feature team, c'est la réponse à un cas d'usage. Et finalement, ça, c'est bien codifié et c'est assez simple. Le deuxième point que je voudrais commenter, c'est d'éviter de faire du top-down trop tôt. Ouais. On a une vraie culture, je pense, notamment en France ou même en Europe, à faire de l'hyper-stratégie. Je pense qu'il faut éviter de faire de la stratégie trop tôt et plutôt se concentrer sur faire du bottom-up. Puis après, je pense qu'une fois que les cas d'usage émergent et qu'il y a de la valeur qui commence à apparaître, commencer à ajouter une couche de vision, de top-down, qui vient coller les différents bouts entre eux. Et que chez Artefact, on appelle ça avoir une vision 10x, qui permet d'avoir une vision, en partant de cas d'usage réels, de se dire, OK, c'est quoi l'incrément. Par exemple, en fait, nous, on s'est rendu compte en faisant beaucoup ce type de projet dans les entreprises avec un angle très client, donc sur l'aspect client. On a souvent commencé à faire la transformation autour de ce qu'on appelle les cas d'usage, autour du marketing de précision, comment j'utilise la donnée client pour faire par exemple de l'hypersegmentation ou du ciblage. Il y a aussi toute une question, un autre use case qui est autour de ce qu'on appelle du MMX, Mix Marketing Analytics, qui permet de se dire, OK, compte tenu des données dont je dispose, comment je dois allouer mes différentes poches budgétaires, notamment la répartition entre le mix online et offline, qui est une question qui se pose très souvent sur l'aspect budgétaire, donc qui là touche plutôt à la finance, là où le premier touchait plutôt au marketing. Un troisième use case qui aussi s'appuie sur les données clients, c'est comment est-ce que je peux faire du forecast. Et donc ça vient plutôt apporter des solutions pour la supply chain. Et un dernier use case, toujours en s'appuyant sur des données clients, c'est comment est-ce que je peux déduire les prochaines tendances qui là s'approchent, apportent plutôt des réponses pour les équipes produits. Voilà. Et donc en fait, on voit, il y a des use cases qui apportent des réponses au marketing, à la finance, à la supply, aux produits. Et en fait, si je mets tout ça bout à bout, c'est des use cases bottom-up qui apportent une réponse un peu de vision stratégique de comment est-ce que je construis une entreprise, une organisation centrée client. Mais voilà, je pense qu'il faut commencer par avoir cette vision de use case qui individuellement apporte du succès pour l'entreprise, puis après se conforter en disant que je comprends qu'il y a une vision top-down qui est d'avoir une organisation centrée client. Très clair là-dessus. Alors j'aime bien, merci beaucoup d'abord Vincent, merci Michel pour ce partage. J'aime bien terminer par finalement, moi je lis beaucoup, il y a pas mal de livres que je lis que je trouve inspirants. Est-ce que vous aussi, vous avez à partager soit une personne, soit un livre qui vous a particulièrement inspiré, qui résonne avec ce que vous faites aujourd'hui? Michel? Ouais, donc moi je lis aussi beaucoup, du coup c'est trop dur. C'est trop dur, si on a trop finalement. Non, mais du coup je vais vous donner trois personnes qui m'influencent beaucoup. Je suis beaucoup ce qu'elles font et je pense que ça fait complètement écho avec ce qu'on a discuté là pendant ces 45 minutes ensemble. Donc il y a déjà une personne qui s'appelle Larissa Wiesengerivia, qui est ingénieure machine learning. Donc elle... c'est une très très bonne vulgarisatrice en MLOps, machine learning en production. Donc tout ce qu'elle produit, c'est vraiment très très intéressant. Il y a Michel Carnet, qui est UX designer, qui a lancé le très très bon MLUX Meetup aux États-Unis, qui j'espère fera des émules en Europe. Et puis il y a Zamak Degani, en fait, qui a lancé les concepts de data mesh. Et pour moi, c'est très inspirant parce qu'elle nous aide à repenser un peu la façon dont on gère les plateformes d'accès aux données, avec une vraie convergence technologie et métier. Et pour moi, ça c'est très inspirant pour le futur. Donc on n'a pas eu le temps d'en parler aujourd'hui, mais peut-être pour une autre fois. On se fera une autre session effectivement spécifiquement là-dessus. C'est un pan d'investigation très intéressant effectivement. Vincent, de la même façon? Oui, alors moi je voudrais partager un livre que j'ai lu récemment, qui est un livre de Daniel Kahneman, qui a été prix Nobel économie. Beaucoup de gens connaissent son premier livre qui s'appelle Thinking Fast and Slow, qui très est connu, vraiment probablement un des meilleurs livres à lire si on veut poser sur la question des biais. Il a écrit un livre récemment qui s'appelle Noise. Et en fait, il part du constat assez frappant de dire qu'en fait, pour une même situation avec les mêmes informations de départ, deux juges, lors d'un procès, peuvent prendre des verdicts, rendre des verdicts complètement différents. Et donc, en fait, il en tire la pelote de se dire qu'est-ce qui amène à prendre ces décisions différentes. On comprend qu'il y a toute une logique de biais sous-jacent derrière. Et comment est-ce que je peux faire pour mieux les comprendre et mieux prendre de meilleures décisions dans ce concept. Et pour nous qui travaillons sur beaucoup d'interfaces homme-machine,
même dans des domaines, voilà, donc Daniel Kehlmann prend l'exemple de juge ou l'exemple de chirurgien, qui sont fondamentalement humains, qui ne pourront jamais être remplacés demain complètement par des machines. Ça m'interpelle sur vraiment cette coexistence entre l'homme et la machine et comment est-ce que l'IA peut apporter des réponses intéressantes à ce problème de biais qui est un problème auquel nous sommes confrontés tous les jours. Ce qui est une très bonne explication, effectivement, j'espère, pour tous ceux qui nous ont suivis, de finalement un data lab, c'est quoi? C'est d'abord des gens, c'est d'abord des compétences, et c'est une transformation qui est d'abord humaine, qui est sur des plateformes technologiques, effectivement, mais finalement, sa réussite, c'est finalement cet accompagnement humain et compétences qu'on peut suivre derrière là-dessus. Avec le côté éthique, peut-être qu'on n'a pas assez parlé, on viendra peut-être ensemble une autre fois. Voilà, il me reste à vous remercier. Merci beaucoup, Vincent, Michel, Merci. pour ces témoignages, et puis j'espère que ça vous a tous intéressés là-dessus. Je pense que c'est un vaste sujet sur l'implémentation d'une data factory, data lab, un AI lab. Il y a plein de mots différents pour finalement transformer les entreprises par les data derrière, cet accompagnement qu'on peut y trouver humain. Merci beaucoup et puis à très bientôt. Merci Vincent, merci Michel. À bientôt.